Burkina Faso, nouvelle attaque sanglante contre l'armée. Le Bénin, Sébastien Ajavon, de nouveau à la barre pour trafic de drogue. Le Gabon, les élections législatives. Grand test pour l'opposition après la présidentielle de 2016. Et puis au Togo, 5 octobre 90, 5 octobre 2018. Quel enseignement? C'est les 4 sujets qu'on évoque ce soir avec Yves Gallet, directeur de publication de la Symphonie. Bonsoir Yves. Bonsoir Samuel, bonsoir chers téléspectateurs. Germain Pouli, directeur de publication Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. La TV Sonaïkou, Radio Lumière. Bonsoir Jeff Le Prince. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Je le disais, le Burkina Faso, les forces de sécurité ont de nouveau été la cible d'attaques sanglantes avec au moins 6 soldats tués jeudi dans l'explosion d'un engin improvisé dans l'Est au lendemain de la mort d'un gendarme dans le Nord. Longtemps préservé, le Burkina frontalier du Mali et du Niger est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis le premier trimestre 2015. Jeudi matin, un véhicule militaire a sauté sur un engin explosif artisanal entre Guéhéry et Foutouri. Nous sommes dans l'est du pays. L'explosion de l'engin improvisé au passage du véhicule de l'armée de terre a occasionné la mort de 6 soldats. C'est une source sécuritaire qui a fait la déclaration. Germain Pouli, il faut définitivement dire que le Burkina Faso est dans la ligne de mire des terroristes. Oui, tout à fait. Le Burkina Faso est atteint. Ça fait plus d'une centaine de morts. Donc, 118 morts. 118 morts. Donc, depuis un peu plus d'un an, c'est beaucoup, c'est très lourd. Il y a des civils, il y a beaucoup de militaires. Ouais. Et on a de bonnes raisons donc de s'inquiéter parce qu'on sait d'où ça vient. Ça part de Libye, ça vient au Mali. Ça descend donc au niveau de ces pays-là qui forment le G5 Sahel et le Burkina qui est la zone tampon donc entre ces pays-là qui sont assez infectés par le djihadisme et les pays donc de la côte, dans le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire et tout ça. Donc on a vraiment des raisons de s'inquiéter, surtout que le G5 Sahel peine donc à prendre corps, n'a pas les moyens, et surtout aussi que la force Barkhane française aussi, déployée au Mali, qui agit entre le Niger et le Burkina aussi, n'arrive pas totalement à soutenir les armées locales pour combattre véritablement le mal. Il y a vraiment à s'inquiéter. Jeff, le Burkina Faso aujourd'hui, la cible de cette attaque et surtout les militaires qui sont visés. Chaque fois, on fait la même interrogation. Est-ce que les terroristes ont un message particulier à adresser à ce pays? Message particulier, je pense que oui, parce que nous avions évoqué ce sujet il y a une semaine, si j'ai bonne mémoire. Ça veut dire justement qu'il y a toujours une base qui permet à ces djihadistes de pouvoir... à partir de la base, c'est-à-dire les Burkinabés, c'est-à-dire les complices Burkinabés qui sont là dans l'armée burkinabé, à partir de cette base, on pourra opérer. Et vous voyez la position géographique et stratégique du Burkina Faso, quand il y a problème au Mali, la Libye, comme je l'avais évoqué la fois dernière, donc tout cela est en train de se répandre dans toute la zone. Et si on ne fait pas attention, comme le Burkina par rapport à sa position stratégique, les pays côtiers, comme Germain l'a dit tout à l'heure, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc. Donc ça risque de prendre. Et là, on doit faire, ça doit être une action conjointe par tous ces pays pour pouvoir circonscrire la situation. Sinon, si ça dégénère, ça veut dire que c'est toute la zone qui va en partir. Et comme j'ai l'habitude de le dire, vous savez, quand vous renvoyez quelqu'un du pouvoir d'une manière ou d'une autre qui n'est pas la manière démocratique, c'est vrai que vous n'avez pas la même mise de pouvoir gouverner. Quand vous lisez un peu cette déclaration de l'opposition burkinabé qui condamne même le président Christian Tchaboré pour dire qu'il n'arrive pas à mettre la main sur les djihadistes, ça veut dire que je comprends en réalité que les opposants dans nos pays ne font que des discours, parce que pour combattre les djihadistes, ça doit être une action commune. C'est-à-dire ce n'est pas un problème de quelqu'un qui est au pouvoir, mais vous devez collaborer, aller ensemble pour pouvoir combattre les ennemis. Et si on est là à faire des déclarations, à condamner par des phrases, je pense que ça pose problème. Le Burkina ne peut pas
faire face seul à cette situation. Je pense que c'est toute l'Afrique et les pays frontaliers pour pouvoir aider le Burkina à sortir de cette situation. Alors Yves Gallet, c'est vrai que Jeff Le Prince a commencé par l'évoquer. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'une base djihadiste au Burkina? Parce qu'on se rappelle les premières attaques, ça venait du Mali, mais là la récurrence peut faire dire qu'il y a une base qui s'est installée là. Oui, il y a une base qui s'est installée. D'abord, et pour remonter l'histoire, il faut dire que aujourd'hui, avec ce que le Burkina est en train de suivre, il faut établir qu'il y a un Burkina bien avant Blaise Compaoré et un Burkina après Compaoré, parce que quand Blaise Compaoré était au pouvoir, c'est vrai qu'il y avait de petites poches de djihadistes disséminées un peu partout, mais c'est des poches qui étaient inactives parce que Blaise Compaoré, en vérité, avait la formule pour maîtriser ces djihadistes, et il était reproché même à Blaise d'avoir pactisé avec ces djihadistes. Et on est allé même jusqu'à dire que ces djihadistes étaient logés à Ouaga 2000 par Blaise. Ils étaient nourris, ils avaient leur intérêt. Donc, d'une manière ou d'une autre, il avait la formule pour maîtriser ces djihadistes. Pourquoi? Parce qu'il mettait l'intérêt supérieur de la nation, la sérénité, l'intégrité physique du territoire au-devant de tout. Donc, il avait fait ce sacrifice-là pour la paix dans son pays. Bon, maintenant, quand Blaise Compaoré est parti, et les djihadistes se sentant menacés, ils n'avaient plus aucun intérêt, donc ils devaient quitter leur base et ils sont partis, ils s'installaient au nord. Et entre-temps, ils ont trouvé que au nord, c'est le désert. Et avec la force Barkhane et l'intervention de la force Barkhane, les frappes aériennes, les renseignements aériens, ils n'avaient plus les moyens de s'entraîner à l'abri des regards. Et facilement, ils étaient repérés et les contre-attaques étaient vite menées et ils étaient neutralisés. Donc, ils ont migré vers l'Est où il y a un peu de forêt et ils ont créé des camps de fortune qui leur permettent de se mettre à l'abri des renseignements aériens. Et c'est ce qui complique aujourd'hui la tâche aux forces de sécurité parce que c'est carrément une guerre asymétrique qui se mène. C'est-à-dire qu'il n'y a pas et les méthodes de guerre, vous savez, ne sont pas conventionnelles. Donc ça pose problème aux forces de sécurité. Et puis, la difficulté aujourd'hui, c'est le mode opératoire. Vous allez remarquer que depuis la dernière quinzaine de septembre, c'est les attaques par mines artisanales, les explosifs artisanaux qui sont en train d'utiliser. Et ça, ce qui veut dire que avec peu de moyens, ils peuvent eux-mêmes fabriquer des explosifs. C'est ce qui devient très dangereux. Donc, aujourd'hui, ils sont très bien installés et il faut craindre le pire à l'avenir parce que au niveau de la stratégie d'attaque, il faut dire que les forces de sécurité sont très limitées. Ils n'ont pas les moyens adéquats pour mener cette guerre. D'autant plus que après Blaise Compaoré, il y a les démantelés, le RSP, les services de renseignement sont défaillants. Et donc, au niveau de la société civile burkinabé, il y a certains qui lèvent la voix même pour demander que les Burkinabés puissent cotiser pour aider les forces de sécurité. Donc, il faut maintenant solliciter la force Barkhane qui part du Niger pour venir intervenir au Burkina. C'est un peu compliqué. Germain, c'est vrai que j'ai évoqué 118 morts, 70 civils et 48 militaires. Alors, quand on a un bilan militaire pareil, c'est pas fortuit de dire que c'est très élevé. Est-ce que c'est une manière pour ces terroristes d'affaiblir le moral des forces armées burkinabées? Oui, tout à fait. Et vous vous rappelez qu'ils ont même attaqué l'état-major, donc en plus de l'ambassade de France. Et donc, ce sont des gens suffisamment armés, suffisamment outillés, suffisamment déterminés. Et donc, qui veulent aussi démoraliser le moral des forces de sécurité et de défense. Aujourd'hui, on assiste un peu à cela dans la société. Quand il y a des manifestations où les politiques s'en mêlent et demandent qui sont fatigués
devoir enterrer donc les jeunes militaires avec des décorations à titre posthume et tout cela. Donc, ce qu'ils ont atteint, leur objectif, c'est ça, même le terrorisme. C'est-à-dire que c'était créer la terreur dans l'esprit, dans la chair. Des hommes, des populations, c'est fait. Et les forces de défense, il faut quand même les féliciter parce que c'est pas un travail facile. Des gens qui sont formés au maniement des armes et qui sont quand même amenés à s'affronter et perdre donc une quarantaine, presque une cinquantaine donc de leurs membres dans cette lutte-là. C'est à saluer parce que les civils généralement sont plus exposés quand on les attaque, mais les forces de sécurité sont obligées d'aller au front. Et il faut trouver un moyen pour remonter le moral à cette armée burkinabé. Et les moyens, donc, d'abord, ce sont des moyens financiers, ce sont des moyens organisationnels. C'est vrai que la communauté internationale a commencé par mettre des moyens pour mettre en place le G5 Sahel. On se rappelle lors du dernier sommet de l'ONU, les chefs d'État ont plaidé pour que le G5 Sahel soit inscrit au chapitre 7 de l'ONU pour pouvoir bénéficier de financement, mais ça n'est pas passé. Oui, ben justement, là vous avez par exemple la MINUSMA qui est au Mali, ce sont les casques bleus. Vous avez l'opération Barkhane, donc française, qui agit, en plus des armées de ces différents pays, mais il n'arrive pas. Il y a quand même un problème. C'est vrai que, on peut estimer que l'Occident ou l'ONU et la France qui interviennent ne font pas suffisamment parce que ils ont quand même les moyens. C'est vrai qu'ils fournissent de temps en temps des renseignements aux armées locales, mais ils ont plus de moyens que ces moyens-là et que ces armées-là, et ils peuvent investir un peu plus parce qu'ils ne sont pas épargnés. On a parlé un peu de l'attaque de l'ambassade de France et tout ça. On attaque aussi les multinationales françaises aussi installées dans ces zones-là. Et il faudrait franchement que la communauté internationale mettre les moyens, mais on ne peut pas aussi rester dans ce soit dire on attend de l'aide de l'extérieur. Il faut que les budgets des nations concernées en ce qui concerne la défense et la sécurité soient prioritaires et qu'on mette un peu plus d'argent. On a vu un peu en France quand il y a eu les attaques terroristes, mais il y a eu une décision politique assez forte où le budget de la défense a été augmenté. Donc il faut faire de même. Dans ce pays-là, les gens n'iront pas parce qu'ils sont formés pour combattre les terroristes, mais ils iront parce qu'ils sont formés, qu'ils sont équipés et puis qui peuvent valablement donc en face résister, parce que dans les rangs même de ces djihadistes, il y a des militaires comme il en parlait, et donc voilà, donc ça veut dire que c'est une vraie guerre, sauf que comme ils l'ont dit, on ne connaît pas l'ennemi, on ne le voit pas venir, il vient, il frappe, et puis il faut pouvoir se protéger. Et donc il faut que ces États-là, en attendant l'aide internationale, qu'au niveau des budgets, que les députés prennent à cœur ces questions sécuritaires-là et mettent plus de moyens à la disposition des armées locales. Jeff, on a parlé de terroristes qui viennent poser des explosifs artisanaux. Mais c'est des gens d'abord qui doivent se fournir en matériel pour fabriquer ces explosifs, qui viennent à un moment donné les poser. Bon, ça veut dire qu'il y a le renseignement est en souffrance là. Oui, vous savez, le renseignement en souffrance, et je pense que c'est ce que nous constatons du côté du Burkina. Comme par le passé, quand vous écoutez les grandes personnes qui parlent de notre pays, le Togo, le feu Nassimi Adima qui a tellement mis les moyens au niveau du renseignement, c'est-à-dire dans un coin reculé, même au Togo, le lendemain, il est au courant de ce qui se passe. Donc ça veut dire que c'est une défaillance d'information et de renseignement au niveau du Burkina Faso. Mais celui qui est à la tête de l'État est un vieux de la vieille du système. Il connaît les rouages. Mais même s'il connaît, il faut mettre les moyens, parce que ça ne sert à rien de dire je connais, mais comme j'aimais la dire, il faut mettre les moyens, avoir un budget conséquent pour mettre l'arsenal nécessaire à disposition des forces armées burkinabées pour pouvoir contrôler ces attaques. Si cela n'est pas fait, je pense que ça pose problème. Et là, je vous propose de maintenir le fil de la réflexion. Nous sonnons la courte pause.